Shiki est un adolescent perturbé et Leki était à deux doigts de massacrer toute sa classe. Sans surprise, il a été expulsé de son école pour son mauvais comportement, principalement parce qu'il menaçait sans cesse d'utiliser ses camarades de classe comme cible d'entraînement. Il essaie de faire comme si son expulsion lui était indifférente, mais honnêtement, vu la tournure que prend sa vie en ce moment, il sait qu'il va probablement passer le reste de son existence à retourner des hamburgers chez Mickey de S. Quelques instants plus tard, le père de Shiki fait irruption dans la pièce et frappe Shiki à la tête parce qu'il vient de recevoir la lettre l'informant de l'expulsion de son fils. Il n'arrive pas à croire que Shiki se soit fait renvoyer de l'école comme ça, et il est tellement en colère qu'il essaie de frapper Shiki à nouveau, mais Shiki s'est déjà adapté à son mode d'attaque, alors il l'esquive et saute sur son lit. Son père se calme après ça, mais il veut quand même une explication de Shiki, car il veut savoir pourquoi il a été renvoyé. Il veut également savoir comment Shiki a réussi à se procurer toutes les armes qu'il garde dans sa chambre, car ce genre de matériel coûte cher et n'est pas légal. Il dit à Shiki qu'il doit arrêter de se comporter ainsi avant de gâcher sa vie, mais cela touche une corde sensible chez Shiki, qui crie à son père qu'il est content qu'il ne soit pas lié par le sang, car il ne voudrait jamais finir comme lui. Cette dernière remarque blesse profondément le père de Shiki, et Shiki sait qu'il est allé trop loin, mais avant qu'aucun des deux ne puisse ajouter un mot, le téléphone sonne dans le magasin d'alcool que possède le père de Shiki, qui descend donc pour répondre. Quand il décroche, il est surpris de découvrir qu'il s'agit d'une grosse commande de bière, mais comme il n'a pas beaucoup de clients, il est heureux de la prendre. Il part en voiture pour livrer la commande, et une fois que Shiki le voit partir, il décide de s'entraîner au tir et commence à marmonner qu'il aurait aimé que les choses ne se soient pas passées ainsi. Soudain, il entend un grand bruit de collision à l'extérieur de sa chambre, et un instant plus tard, il est traîné dans la rue par une corde de brume noire. Shiki est complètement désorienté par la chute, et lorsqu'il réalise ce qui se passe, un homme nommé Samidar sort lentement de la fumée, et il semble savoir qui est Shiki. À ce moment-là, une voiture surgit de nulle part et percute Samidar contre un mur. Une fois qu'il a cessé de bouger, le père de Shiki lui crie de monter immédiatement dans la voiture. Shiki ne pose pas de questions et saute immédiatement dans la voiture de son père, mais une fois qu'ils sont en sécurité, il commence à poser beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi un fou l'a traîné dans la rue et pourquoi son père était si calme à l'idée de le tuer avec une voiture. Le père de Shiki lui répond qu'il est impossible qu'un homme comme Samidar meure après avoir été renversé par une voiture. Shiki ne comprend toujours pas ce qui se passe, alors son père décide qu'il est temps de lui dire la vérité. Il informe Shiki qu'il est un descendant des Oni, et que Samidar est un descendant de Momotaru, ce qui explique pourquoi il est si déterminé à traquer Shiki. Shiki est tellement stupéfait qu'il ne sait pas quoi dire, et il y a beaucoup plus à raconter, mais son père n'a pas le temps d'expliquer tous les détails car il semble que Samidar les ait rattrapés. Une brume noire commence à envahir la voiture, qui tombe en panne. Le père de Shiki est donc obligé de se diriger vers une usine abandonnée à proximité afin qu'il puisse s'échapper. Une fois sorti, Shiki se retourne et voit la voiture recouverte de cette étrange brume noire, mais avant qu'il n'ait le temps de demander ce que c'est, la voiture explose dans une énorme boule de feu. Dans le chaos, le père de Shiki détourne son regard de Shiki pendant une seconde, et dans ce court laps de temps, Shiki est kidnappé par Samidar. À l'intérieur de l'entrepôt, Samidar utilise sa brume noire pour retenir Shiki en l'air. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait cela, il répond simplement que tous ceux qui possèdent du sang Oni ne sont rien d'autre que des parasites à exterminer. Samidar s'apprête à exécuter Shiki une bonne fois pour toutes, mais avant qu'il ne puisse le faire, le père de Shiki arrive pour l'en empêcher. En entrant, il explique que toutes les légendes de Momotaru et des Oni sont vraies, et que la bataille fait rage depuis des millénaires. Au fil des générations, les descendants de Momotaru ont tous pris la responsabilité d'éliminer les Oni, ce qui a donné naissance à l'agence Momotaru. Shiki est toujours perplexe face à tout cela, mais son père ne s'attendait pas à ce qu'un raté comme lui comprenne immédiatement. Pour l'instant, il dit à Shiki de rester où il est et de le laisser s'occuper de Samidar. Mais dès que Samidar apprend que le père de Shiki a l'intention de le défier, il crée deux épées à partir de la brume noire et charge à une vitesse stupéfiante. Cependant, le père de Shiki sort sa propre lame de brume et bloque l'attaque. La brume noire est une caractéristique unique que seuls les descendants de Momotaru possèdent, et c'est là que l'histoire du père prend toute son ampleur. Le père de Shiki était en fait un ancien membre de l'agence Momotaru qui travaillait autrefois aux côtés de Samidar. Il s'appelait autrefois Tsuyoshi Momo. Cependant, il a abandonné cette vie il y a longtemps afin d'élever Shiki loin des regards de l'agence, mais malheureusement, il n'a pas pu garder Shiki caché éternellement. Samidar demande à Tsuyoshi s'il a oublié à quel point les Oni sont dangereux, mais Tsuyoshi ne veut pas en parler, tout ce qu'il veut, c'est protéger Shiki. Tsuyoshi se bat vaillamment contre Samidar, mais celui-ci finit par le rattraper et, en un instant, la poitrine de Tsuyoshi est ouverte. Il tombe au sol, inconscient, et Shiki est horrifié par ce qu'il vient de voir. Il se met à crier sur Samidar pour avoir blessé son père, alors Samidar se tourne vers lui et se prépare à achever Shiki,
mais avec le peu de force qui lui reste, Tsuyoshi attrape sa jambe pour l'empêcher d'atteindre Shiki. Samidar demande à Tsuyoshi pourquoi il va si loin pour protéger un enfant Oni, mais celui-ci répond qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Shiki n'est peut-être pas le meilleur élève, ni la meilleure personne, d'ailleurs, et il a peut-être du sang Oni dans les veines, mais il n'a jamais fait de mal à personne, alors Tsuyoshi demande à Samidar comment il peut se résoudre à tuer un enfant innocent comme celui-ci. Les paroles de Tsuyoshi font mal à Samidar, qui regrette tout ce qu'il a fait ces derniers temps, mais il ne veut plus écouter cela, alors il invoque son épée et se prépare à achever Tsuyoshi. Shiki est impuissant alors qu'il regarde son père sur le point de mourir aux mains de Samidar, et la seule pensée qui lui traverse l'esprit à ce moment-là est à quel point il veut tuer Samidar. Le sang commence à couler de tous les orifices de son corps alors que son esprit est submergé par une haine pure, et lorsque Samidar reporte son attention sur Shiki, celui-ci n'est plus là. L'instant d'après, Samidar entend le bruit de plusieurs armes à feu qu'on arme près de sa tête, et il est tellement surpris qu'il recule instinctivement, évitant de justesse l'attaque, mais il ne sait toujours pas où se trouve Shiki. À ce moment-là, il voit une goutte de sang tomber sur le sol, alors il lève les yeux et aperçoit Shiki, réveillé, suspendu au plafond. Samidar n'arrive pas à croire que Shiki ait pu réveiller ses pouvoirs d'Oni et contrôler son sang en si peu de temps, mais ce qui rend les Oni vraiment terrifiants, c'est leur manque total d'humanité, qui les rend incroyablement brutaux. Samidar prépare son épée en prévision de la prochaine attaque de Shiki, mais lorsque celui-ci commence à lui lancer des missiles de sang, Samidar se rend compte qu'il ne peut pas faire face et se met à fuir. Il parvient finalement à échapper aux rayons de l'explosion, mais cela ne signifie pas que la bataille est terminée, car Shiki émerge de la fumée et donne un coup de pied si violent à Samidar qu'il le projette dans un tas de gravats et le laisse à peine conscient. Shiki se tient alors au-dessus de lui et déchaîne toutes les armes qu'il a stockées dans son arsenal. L'entrepôt est détruit dans le chaos, mais étonnamment, Samidar a réussi à survivre à l'attaque, et plus surprenant encore, Shiki se transforme soudainement en humain. Shiki est confus et se demande pourquoi son corps est couvert de sang, ce qui est une réaction normale compte tenu de la situation. Samidar prévoit de profiter de cette confusion pour achever Shiki avant qu'il ne se transforme à nouveau. Il se précipite vers Shiki, tout en répétant que tous les Oni doivent être éliminés sans exception. Shiki n'est pas encore capable de contrôler cette transformation à volonté, il est donc pour l'instant une proie facile. Cependant, alors que sa lame est sur le point de frapper, Tsuyoshi se jette devant lui et prend le coup à sa place. Samidar n'arrive pas à croire que Tsuyoshi soit prêt à sacrifier sa vie pour un Oni, mais Tsuyoshi se souvient des bons moments qu'il a passés avec Shiki et, honnêtement, cela ne le dérange pas de mourir ici, car il a eu une vie bien remplie. Samidar est fatigué de ce combat, et toutes les destructions qu'ils ont causées commencent à attirer l'attention d'une foule. Comme l'agence Momotaru doit rester secrète, Samidar se retire pour l'instant et disparaît dans un nuage de brume noire. Une fois Samidar parti, Tsuyoshi s'effondre dans les bras de Shiki, qui est très inquiet pour lui. Il dit qu'il va appeler une ambulance, mais Tsuyoshi lui répond qu'aucun hôpital ne peut le sauver à ce stade. Sa mort n'est qu'une question de temps, et il aimerait parler une dernière fois à Shiki. Tout d'abord, il s'excuse de lui avoir caché la vérité pendant tout ce temps, mais ce n'est pas vraiment un sujet facile à aborder dans une conversation. Malheureusement, il ne sera plus là très longtemps, il ne peut donc pas lui offrir beaucoup de soutien, mais il dit à Shiki de s'assurer de devenir plus fort à l'avenir afin de pouvoir vaincre à la fois le groupe Momotaru et les Oni, et ainsi vivre une vie vraiment libre. Shiki crie à son père qu'il parle comme s'il était déjà mort, car il n'a pas l'intention de laisser cela arriver. Il commence à porter Tsuyoshi à l'hôpital, et voir Shiki se montrer si attentionné à son égard fait sourire Tsuyoshi, mais ses blessures sont bien trop graves, et après avoir fait quelques pas, Tsuyoshi perd toutes ses forces et s'effondre sur le sol. Shiki supplie désespérément son père de se lever, car il n'a toujours pas eu l'occasion de s'excuser et de réparer toutes les paroles blessantes qu'il a prononcées à son sujet ce matin, mais il est déjà trop tard, car Tsuyoshi est mort. Shiki reste assis là un moment et pleure sur le cadavre de son père, mais soudain, quelqu'un arrive derrière lui et lui dit qu'il ne peut pas rester ici, car il y aurait trop de témoins. Shiki est surpris, alors il se prépare à un autre combat, mais avant même qu'il ait pu se retourner, il reçoit un coup dans le cou et est assommé instantanément. Il faut beaucoup d'habileté pour pouvoir surprendre quelqu'un avec des patins à roulettes, donc Shiki n'avait clairement aucune chance contre lui dès le départ. Pendant ce temps, les dirigeants de l'agence Momotaru sont tous en émoi car ils viennent d'apprendre l'échec de Samidar dans sa tentative d'éliminer Shiki, et ils commencent à se demander s'il est devenu plus faible, mais étant donné la situation, ils ne peuvent pas lui reprocher de s'être retiré, car ils ne peuvent pas laisser le public découvrir leur existence. Cependant, ils ne veulent pas non plus que le public prenne conscience de l'existence des Oni, ils prévoient donc de tuer Shiki dès qu'ils mettront la main sur lui. Cependant, cela va être presque impossible maintenant, car après avoir été assommé, il a été emmené sur une île isolée au milieu de nulle part, et l'idée est d'inscrire Shiki dans une école remplie de demi-Oni comme lui afin qu'il puisse entraîner ses capacités correctement, mais avant cela,
Neto va devoir faire une évaluation approfondie pour déterminer si Shiki va être utile ou non, et je peux déjà vous dire que cela ne va pas être une expérience agréable. Shiki se réveille et se retrouve torse nu et attaché à une chaise, tandis que l'homme derrière lui fait des pompes sur son parapluie. C'est une phrase que je n'aurais jamais pensé devoir dire, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est même pas la chose la plus étrange que Shiki ait vue jusqu'à présent. L'homme s'appelle Neto, et maintenant que Shiki est réveillé, il dit qu'il va commencer à expliquer ce qui se passe. D'abord, il révèle ses cornes pour montrer à Shiki qu'il est un Oni, tout comme lui, et après cela, il dit à Shiki qu'il a été amené ici pour 2 raisons, évaluation et récupération. Comme Shiki le sait déjà, l'agence Momotaro traque les Oni comme eux en utilisant la brume noire, et l'homme qui a tué le père de Shiki en faisait partie. Leur objectif est d'exterminer finalement tous les Oni dans le monde, donc, pour s'opposer à eux, l'agence Oni a été formée. Le travail de Neto est de trouver des Oni récemment réveillés comme Shiki et de déterminer s'il est apte à rejoindre l'agence Oni. C'est à peu près tout, donc Neto reprend son tableau et détache la bouche de Shiki pour qu'il puisse poser des questions. Cependant, dès que Shiki peut parler à nouveau, il se met immédiatement à crier sur Neto et exige de savoir ce qu'ils ont fait de son père. Neto est agacé par tous les cris de Shiki, donc il retire quelques points de l'évaluation et dit à Shiki que le corps de son père a été stocké en toute sécurité dans cette installation, mais de toute façon, le type est mort maintenant, donc ce n'est pas important. Shiki commence à se tortiller et à essayer de se libérer, mais ce comportement violent est en quelque sorte la raison pour laquelle Neto l'a attaché en premier lieu, donc il ne le libérera pas encore. Shiki est incroyablement furieux, mais il sait que crier ne le mènera nulle part, donc il prend un moment pour se calmer et demande calmement à Neto de le libérer parce qu'il a un compte à régler avec le type qui a tué son père. Cependant, bien que sa voix ait pu être calme, le visage de Shiki a toujours l'air vraiment en colère, donc Neto refuse de le détacher. De plus, il sait qu'il n'y a aucun moyen que Shiki ait une chance contre un agent Momotaro, mais si Shiki est si déterminé à se faire tuer, alors Neto a une meilleure façon de l'évaluer. Il enlève sa cravate, et avant que Shiki puisse même réagir, Neto s'est faufilé derrière lui et commence à l'étrangler avec. En gros, Shiki doit trouver un moyen de sortir de cette situation pour réussir le test de Neto, et s'il ne peut pas le faire, alors il meurt. De toute façon, Neto s'en fiche vraiment. Shiki refuse de se laisser mourir entre les mains d'un connard en roller, donc il se débat jusqu'à ce que du sang commence à s'accumuler autour de ses yeux, mais malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir à temps, donc il finit par s'évanouir. Neto est totalement prêt à continuer à étrangler Shiki jusqu'à ce qu'il soit officiellement mort, mais avec Shiki évanoui, son subconscient prend le dessus, et il entre en mode berserker Oni. Le sang sur le sol forme des pointes qui faillissent s'abattre sur Neto, donc il est obligé de reculer, et dès qu'il détourne les yeux de Shiki, il se retrouve avec un pistolet mitrailleur pointé sur la tête. Shiki ouvre le feu sans hésiter, mais quand la poussière retombe, Neto est complètement indemne parce qu'il s'est protégé en utilisant son parapluie de sang. Il peut dire que Shiki n'a pas encore appris à contrôler ses pouvoirs sanguins parce que la seule façon dont il pouvait se battre était en devenant berserker, mais cela pourrait être un bon moment pour enseigner, donc Neto prévoit de le maîtriser aussi doucement que possible. Au moment où Shiki reprend conscience, il trouve son bras couvert de sang tandis que Neto se tient au-dessus de lui. Il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, et Neto s'y attendait parce que quand un Oni devient berserker, il perd tout sens de soi et détruit tout sur son passage, c'est pourquoi cette pièce est complètement saccagée maintenant. Shiki ne comprend toujours pas un mot de ce que dit Neto, et Neto commence à penser que Shiki est peut-être juste stupide, mais pour que ce soit aussi clair que possible, Neto voit Shiki comme un balourd maladroit qui ne comprend rien au contrôle de son sang, donc il lui dit qu'il a été disqualifié. Shiki est incroyablement frustré par la façon dont les choses ont tourné, mais malgré toute sa colère, une chose est claire pour lui maintenant, Neto est incroyablement fort, donc il n'a aucune chance de le battre. Reconnaître cela blesse l'ego de Shiki, mais il a besoin de toute l'aide possible s'il veut affronter l'agence Momotaro et se venger de ce qu'ils ont fait à son père. Il avale sa fierté et s'incline pour supplier Neto de faire de lui son élève, mais Neto en a déjà assez de Shiki, donc il le rejette immédiatement. Au combat, se battre sans réfléchir signifie une mort instantanée, donc quelqu'un comme Shiki, qui est devenu berserker sans réfléchir, ne tiendrait jamais. Il ne peut pas contrôler son sang correctement, et il est juste stupide, donc Neto ne veut pas d'un élève inutile comme lui. De toute façon, maintenant que Neto a confirmé que Shiki est inutile, il va devoir s'en débarrasser puisqu'il ne peut pas laisser un berserker incompétent errer librement. Shiki est stupéfait par ce que Neto vient de dire, mais d'après ce qu'il a appris sur Neto jusqu'à présent, il sait qu'il ne plaisante pas, donc il doit agir rapidement s'il veut survivre. Shiki se retourne et s'enfuit alors que Neto prépare son parapluie de sang, mais il sait qu'il ne pourra pas s'échapper avant que Neto n'attaque, c'est pourquoi il commence à charger vers lui. Neto pense que Shiki a dû perdre la tête puisqu'il n'a aucun moyen de gagner une confrontation frontale. Il prépare un mur de pointe pour intercepter Shiki, et dans sa tête,
Il prévoit tous les mouvements possibles que Shiki pourrait faire ici. Il essaierait soit d'attaquer sur le côté, sauter par-dessus, ou reculer parce qu'il ne peut pas traverser ses pointes, et comme Neto l'avait prédit, Shiki choisit de sauter par-dessus les pointes. Mais ce que Neto n'avait pas anticipé, c'est le fait que Shiki a pu créer un pistolet en plein saut, donc il tire sur Neto en pleine tête à bout portant. Shiki est fier de lui d'avoir réussi à toucher Neto, mais Neto n'a pas été blessé par la balle de sang puisqu'il est bien plus fort que Shiki. Il est choqué que Shiki ait pu contrôler son sang, mais il pense que c'était juste un coup de chance puisque, à en juger, Shiki est sur le point de redevenir berserké. Il ne veut pas avoir à affronter à nouveau le diable tireur, donc Neto prépare son attaque ultime pour éliminer Shiki instantanément. Cependant, à sa surprise, Shiki parvient en fait à supprimer son mode berserké et reste en contrôle, donc peut-être que ce n'était pas un coup de chance après tout. Neto ne comprend pas comment Shiki a réussi à faire ça, donc il demande une explication à Shiki, et en gros, Shiki a vu Neto utiliser sa bague pour se couper le doigt afin de manifester son parapluie de sang, et il a juste essayé de copier pour produire un effet similaire. Il a en quelque sorte juste crié dans sa tête pour lui donner un pistolet, et finalement, son bras s'est transformé en pistolet, donc ça a bien marché pour lui. Neto a du mal à croire qu'une logique aussi stupide ait fonctionné, mais il ne peut pas nier que ce que Shiki a fait était efficace. Normalement, pour éviter de devenir berserké, un Oni devrait garder toutes ses émotions sous contrôle strict en tout temps, donc les têtes brûlées comme Shiki ont généralement du mal à contrôler leur sang et partent en vrille. Cependant, Shiki est différent, c'est plus comme s'il avait tabassé toutes ses émotions et fait fonctionner son mode berserké pour lui. C'est une méthode grossière, mais la puissance qu'elle a permis à Shiki d'utiliser était certainement explosive. Shiki dit à Neto que tout ce qu'il veut, c'est devenir assez fort pour tuer l'homme qui a tué son père, donc Shiki promet qu'il fera de son mieux pour apprendre tout ce que Neto lui enseignera s'il accepte de le prendre comme subordonné. Shiki est très sincère en ce moment, et Neto peut le voir, mais il rejette tout de même la demande de Shiki. Ce que Shiki vient de faire n'était rien de moins qu'un pari de mort, et il n'avait aucun plan de secours prêt au cas où il perdrait effectivement le contrôle, donc Neto pense toujours qu'il est incompétent. Cependant, cela ne signifie pas que Shiki est complètement désespéré, donc Neto a décidé de le prendre comme élève après tout, donc il annule l'exécution de Shiki. Il n'expliquera pas ce que Shiki a fait pour changer d'avis, mais ce qui est important, c'est qu'il pense que Shiki a du potentiel, et il ne veut pas voir cela gaspiller. L'île sur laquelle il se trouve s'appelle Onigashima, et en son centre se trouve une école construite spécifiquement pour les Oni, l'Académie Rosetsu. Il dit à Shiki que l'Académie est une école militaire qui entraîne les Oni à combattre l'agence Momotaro, mais Shiki est plus préoccupé par le fait qu'il est apparemment sur une île en ce moment. Neto pique Shiki au visage pour avoir parlé de choses sans rapport alors qu'il est encore en train d'expliquer, et ensuite il déclare qu'il est le professeur principal de cette académie, donc à partir de maintenant, il sera responsable de Shiki et des autres élèves. Shiki devra vivre, s'entraîner et se battre tous les 2 jours pour pouvoir finalement affronter les agents Momotaro, donc il ferait mieux d'être prêt, mais le cerveau de Shiki est surchargé par toutes les informations que Neto vient de lui balancer. Il y a encore beaucoup de choses que Shiki ne comprend pas, mais en fin de compte, il se fiche de ce qu'il doit faire tant qu'il devient assez fort pour se venger. Peu après, Neto emmène Shiki dans un vestiaire pour qu'il enfile son nouvel uniforme scolaire, et Shiki se sent un peu bizarre puisqu'il ne pensait pas qu'il aurait à porter un uniforme scolaire à nouveau après avoir été expulsé de son ancienne école. Neto dit à Shiki qu'il y a quelques autres élèves dans sa classe, mais parmi eux tous, Shiki est de loin le plus faible, donc il ferait mieux de ne pas chercher de bagarre. Au fait, Shiki demande à Neto où est son père, donc Neto explique qu'ils ont gardé le corps du père de Shiki dans la morgue, et les arrangements pour les funérailles sont sa décision à prendre. L'humeur joyeuse de Shiki baisse quand on lui rappelle que son père est mort, mais Neto lui dit qu'il ne sert à rien de se morfondre dans ses regrets. Au lieu de cela, il devrait se concentrer sur le fait de devenir plus fort pour ne plus jamais avoir à vivre ce genre de regrets. Cela dit, Neto ne veut pas perdre plus de temps à rester planté ici, donc il part en roller et dit à Shiki qu'il n'a que 15 secondes pour arriver en classe avant d'être en retard. Shiki ne pense pas que ce soit juste, mais il n'a pas le choix, donc il court aussi vite qu'il peut pour le rattraper. Ils finissent par arriver à la porte de la classe, et Shiki essaie de trouver la façon la plus cool de se présenter à la classe, mais Neto déteste perdre du temps comme ça, donc il donne juste un coup de pied à Shiki, et Shiki tombe à plat ventre, se donnant un saignement de nez. Une fois que Shiki réalise que son nez saigne, il demande à la première personne qu'il voit de lui donner un mouchoir, mais Jin lui dit de juste la fermer et de se taire. La réponse de Jin énerve Shiki, donc il se met dans le visage de Jin pour ça. Jin n'est pas le seul autre élève dans cette classe, il y a Kina, Juju, Homer et Akari, une casse-cou dès le premier jour, mais pour l'instant, Shiki se fiche complètement des autres parce qu'il a un compte à régler avec Jin. Juste alors, Shiki et Jin se retrouvent soudainement assis l'un à côté de l'autre avec Neto debout derrière eux, et aucun des deux n'a pu sentir Neto bouger à l'instant, donc ils sont tous les deux paralysés de peur.
Cependant, Shiki se plaint toujours qu'il ne veut pas avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un comme Jin. Malheureusement, Neto se fiche complètement des problèmes personnels de Shiki, donc il continue avec l'annonce de la classe et informe tout le monde qu'aujourd'hui, ils vont jouer à un jeu de chat. Shiki est confus et pense que chat pourrait être un mot de code dans cette école, mais non, c'est juste un jeu de chat. Neto dit que les élèves devront traverser la forêt et arriver au but pour gagner, mais Neto viendra après eux, et quiconque il attrape sera expulsé sur le champ. Pour rendre les choses un peu plus équitables, il dit qu'il n'utilisera pas du tout son sang, tandis que les élèves sont autorisés à utiliser autant de sang qu'ils veulent. Cependant, il avertit que s'ils deviennent berserkers, alors il sera obligé d'utiliser son sang aussi, et ça ne finira pas bien pour eux. Jin demande à Neto ce qui se passe s'il le tue accidentellement pendant ce jeu, et Neto répond que si quelqu'un est capable de le tuer, il obtiendra immédiatement son diplôme et sera affecté à une unité de son choix, donc ils sont libres d'essayer, mais il ne rendra pas les choses faciles. Tout le monde semble excité par le jeu maintenant qu'ils connaissent les récompenses, mais Shiki semble un peu hésitant parce qu'il n'est pas encore habitué à tout ça. Cependant, un petit inconfort ne l'empêchera pas de donner le meilleur de lui-même, donc il dit à Neto de venir. Mais avant cela, il y a une autre règle que Neto a oublié de mentionner. Pour gagner ce jeu, ils devront avoir l'une de ces balles lorsqu'ils franchiront la ligne d'arrivée, mais leur remettre serait trop simple, alors Neto lance les balles loin dans la forêt. Il divise ensuite tout le monde en différents groupes, le premier groupe étant composé de Omar, Shiki et Jin. Le deuxième groupe comprend Ikari et Guji, et le troisième groupe sera composé de Rokuro et Kina. Les groupes de 2 membres devront s'affronter pour obtenir une balle et atteindre l'objectif, mais quant au groupe de Shiki, les 3 membres devront se disputer 2 balles, et celui qui ne parviendra pas à en obtenir une sera expulsé. Shiki tente de s'opposer à cette décision, car il ne veut pas être dans le même groupe que Jin, mais Neto lui dit que s'il ne veut pas participer au jeu, il sera immédiatement expulsé. Shiki n'a donc pas d'autre choix que de se taire et de se plier aux règles du jeu. À ce moment-là, Omar s'approche de Shiki et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, car elle promet de ne pas se mettre en travers de son chemin. Mais pendant qu'elle dit tout cela, la seule chose qui traverse l'esprit de Shiki à ce moment-là est « Waouh, une fille me parle vraiment ». C'est la première fois qu'une telle chose lui arrive, alors il jure immédiatement qu'il protégera Omar jusqu'à la mort, mais elle ne lui demandait pas tout cela, elle ne veut simplement pas avoir à se battre. Elle se rend ensuite auprès de Jin pour lui demander d'y aller doucement avec elle, mais Jin l'ignore complètement, alors elle fond en larmes et essaie de cacher son visage dans la terre, prise d'angoisse. Shiki crie sur Jin pour avoir fait pleurer Omar, mais Jin lui répond que s'il tient tant à se faire des amis ici, il ferait mieux de démissionner tout de suite, car il n'y a aucune chance qu'il arrive à obtenir son diplôme sans être expulsé. Shiki rétorque qu'il a ses raisons d'être ici et qu'il ne se laissera pas expulser avant d'avoir atteint ses objectifs, mais connaissant Shiki, Jin suppose que son objectif doit être quelque chose d'inutile, alors il ne le prend pas au sérieux. Entendre Jin se moquer de ses objectifs énerve vraiment Shiki, alors quand le jeu commence enfin, il ignore complètement l'objectif principal et poursuit Jin pour se battre avec lui. Omar reste là pendant quelques secondes, perplexe, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est censée courir après eux aussi. Dans la forêt, Jin saute d'arbre en arbre, concentré sur la recherche des orbes, mais tout à coup, Shiki apparaît derrière lui et tente de frapper Jin à la tête avec un bâton. Il est prêt à laisser passer beaucoup de choses, mais qualifier son objectif d'insignifiant est quelque chose que Shiki ne peut pas ignorer, il va donc devoir donner une leçon à Jin. Jin est agacé par le harcèlement constant de Shiki, mais après tout, il s'agit d'une compétition, il ne devrait donc pas y avoir de problème s'il en profite pour réduire Shiki en bouillie. Il enlève alors ses gants et passe son doigt sur ses bras, créant plusieurs scies circulaires à partir du sang qui en résulte. Shiki est choqué que Jin ait pu utiliser ses pouvoirs sanguins aussi facilement, mais il ne peut pas lui montrer qu'il est impressionné, alors il essaie de faire la même chose et mord l'un de ses doigts pour faire couler du sang. Malheureusement, cela ne fonctionne absolument pas, et crier sur son bras ne va pas l'aider, alors Shiki décide de s'en prendre à Jin avec un simple bâton. Cependant, cela se passe comme on pouvait s'y attendre lorsqu'on affronte un Chainsaw Man pirate, et le bâton de Shiki est coupé en 2. Franchement, il a de la chance que sa tête soit toujours attachée à son corps. Pendant ce temps, Omar marche dans la forêt, à la recherche de Jin et Shiki, car elle a entendu un bruit étrange provenant de cet endroit, mais elle trébuche sur une branche et tombe tête la première sur le sol, se blessant au nez. Elle commence alors à sombrer dans la dépression, se sentant inutile, car elle est bien trop nulle pour rester inscrite dans cette école, et encore moins pour obtenir son diplôme. Pendant un instant, elle se remonte le moral en se rappelant que Shiki l'a aidée, mais cela ne fait que la rendre encore plus malheureuse, car elle est incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Pour l'instant, elle décide de continuer à se diriger vers l'endroit d'où provenaient les bruits, sans se rendre compte qu'une des sphères se trouvait à proximité depuis le début. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forêt, les autres peuvent entendre les bruits provenant du combat entre Jin et Shiki, et Ikari commence à être vraiment excité, alors il veut se joindre à eux,
mais Guji leur rappelle que ce n'est pas encore leur tour. Les choses ne s'annoncent pas bien pour Shiki, car non seulement il ne peut pas utiliser ses armes de sang comme Jin, mais en plus, Jin est bien meilleur que lui au combat, et Shiki se fait donc tabasser. Il fait de son mieux pour riposter, mais Jin est trop rapide pour lui, et avant même qu'il ne s'en rende compte, il se retrouve à terre. Jin en a assez de battre Shiki, alors il lui dit de rester à terre afin qu'il puisse terminer le défi sans plus être interrompu. Cependant, Shiki refuse d'abandonner, alors Jin décide de l'achever avec un coup de sang, mais juste au moment où le coup va l'atteindre, Omar sort des buissons et se met en ligne de mire. Heureusement, Shiki parvient à la pousser hors de danger avant que quelque chose de grave ne se produise, mais il se fait entailler le bras dans la manœuvre et saigne légèrement. Quand Omar s'en rend compte, elle commence à s'excuser sans cesse d'être la cause de la blessure de Shiki. Shiki essaie de lui dire que ce n'est pas grave, mais Omar ne l'entend pas, trop occupé à se maudire d'être un tel fardeau. Soudain, son sang commence à réagir à son intense haine de soi, et sous les yeux de Shiki, un monstre de sang géant se forme. Jin est tout aussi choqué par ce qu'il voit. Il savait déjà que les Oni avaient plus de sang dans leur organisme que les humains, mais même selon les normes des Oni, c'est une créature de sang ridiculement grande. Omar supplie les deux hommes de s'enfuir, car s'ils ne le font pas, le monstre les tuera, et elle ne pourra rien y faire. Pendant ce temps, Neto se trouve ailleurs dans la forêt, attendant que les élèves se ressaisissent, quand soudain, il reçoit la visite du directeur de l'école. Le directeur se dit surpris que Neto ait choisi de confier aux nouveaux élèves une mission de vie ou de mort dès leur premier jour, alors qu'ils étaient censés suivre une orientation, mais Neto pensait qu'une expérience pratique serait plus efficace que de leur expliquer les choses dans une salle de classe. Plusieurs Oni meurent chaque année, et certaines personnes sont tuées simplement parce qu'elles sont apparentées à un Oni, mais les plus malchanceux sont ceux qui sont capturés vivants et utilisés comme cobayes par l'agence Momotaro. Ces enfants n'ont commis aucun crime, et la plupart d'entre eux ne connaissent même pas leur propre identité. Pourtant, ils sont tout de même massacrés. C'est une véritable tragédie, et le directeur espère que ces pauvres enfants auront une vie après la mort décente, mais Neto ne voit pas les choses de cette façon. Il croit que tant qu'il sera assez fort, il ne mourra pas aux mains d'un agent de Momotaro. Le directeur est plutôt d'accord avec l'idéologie de Neto, alors il lui demande de rendre ses élèves aussi forts que possible afin qu'ils puissent survivre. De retour sur le champ de bataille, Shiki a réussi à échapper à l'attaque du monstre, et Jin s'est précipité pour le détruire, mais le corps du monstre est trop épais pour qu'il puisse le couper en deux avec ses scies circulaires. Shiki appelle Omar et lui demande de faire quelque chose contre son monstre, mais malheureusement, elle n'a aucun contrôle sur lui et elle est trop faible pour faire quoi que ce soit pour le moment. Omar s'évanouit peu après, alors Shiki court vers elle car il veut l'éloigner du monstre le plus vite possible. Cependant, alors qu'il s'approche, le monstre cesse d'attaquer et commence instinctivement à protéger Omar, comme si son sang avait une volonté propre. Le monstre de sang considère clairement Shiki et Jin comme une menace, alors il crache une tonne de sang et inonde la zone. Il est impossible que cela ait été une utilisation efficace du sang de Omar, et même si elle a plus de sang que la moyenne des Oni, ses réserves doivent être faibles. Même si elle supplie Shiki de s'enfuir et de la laisser derrière lui, il refuse. Il a déjà vu quelqu'un qui lui était cher mourir sous ses yeux, et c'est vraiment horrible, alors il ne va pas la laisser mourir ici. Le monstre recouvre Omar et pousse un cri que tout le monde dans la forêt peut entendre, ce qui suffit à attirer l'attention de Neto, mais celui-ci n'a pas l'intention de s'en mêler, car il veut voir comment les enfants vont s'en sortir tout seuls. Shiki tente de libérer son sang en frottant sa main contre le sol comme il l'a fait contre Neto, mais Neto sait déjà que cela ne fonctionnera pas cette fois-ci. C'était un miracle sur 100 que Shiki ait réussi à le faire plutôt sans entraînement formel ni compréhension du fonctionnement de la libération de sang, mais sa chance ne peut pas durer éternellement. Shiki se rend compte qu'il est complètement impuissant dans cette situation, et il se sent incroyablement frustré car c'était la même chose lorsqu'il n'avait pas pu sauver son père. Alors que Shiki traverse cette crise, Jin lui dit d'arrêter de pleurer comme un bébé et s'avance pour affronter le monstre tout seul. Il enfonce ses 2 pouces dans ses bras, créant une tronçonneuse dans l'un et une scie circulaire dans l'autre. Neto voit cela et est très impressionné, car former 2 armes différentes en même temps nécessite un contrôle extraordinaire du sang. Le sang d'un Oni peut prendre n'importe quelle force ou forme requise par son utilisateur, à condition que celui-ci ait une image claire de ce qu'il veut créer. Souvent, la façon dont le sang se manifeste est liée à des traumatismes passés ou à des préférences et goûts personnels, c'est pourquoi on dit souvent que la libération de sang donne un aperçu du type de personne qu'est un Oni. Jin court le long du bras du monstre et, une fois assez près de sa tête, il tente de la trancher avec sa tronçonneuse. Cependant, à la dernière seconde, le monstre parvient à se protéger en sacrifiant l'un de ses bras, ce qui laisse beaucoup de travail à Jin. Et tandis que Jin est occupé à sauver la situation, Shiki est coincé sur la touche, ce qui le fait se sentir comme un vrai loser. Il ne comprend pas comment Jin peut utiliser son pouvoir sanguin si facilement alors que Shiki n'arrive pas à manifester quoi que ce soit. Cependant, à ce moment-là, il remarque quelque chose auquel il n'avait pas pensé auparavant, toutes les armes créées par Jin sont liées à la coupe,
et le pouvoir sanguin de Omar doit être le monstre qui tente de la protéger. Peut-être que le sang libéré est unique à chaque individu, et si c'est le cas, alors il sait exactement ce que sera le sien. Jin continue de faire de son mieux pour combattre le monstre, mais il est pris au dépourvu lorsque celui-ci lui crie dessus et lui crève les tympans, le mettant ainsi hors de combat. Neto suppose que Jin a atteint ses limites, il est donc enfin prêt à intervenir pour sauver les enfants, mais avant qu'il ne puisse le faire, Shiki crie derrière Jin, qui se retourne et est choqué de voir Shiki avec un énorme pistolet de sang attaché à son bras. Le monstre tente d'écraser Shiki dès qu'il le remarque, mais celui-ci parvient à l'esquiver et se prépare à tirer avant de lancer une explosion qui détruit complètement le monstre de sang d'un seul coup. La puissance de cette explosion était si immense qu'elle a en fait provoqué une pluie, même si cela n'a pas vraiment de sens. Mais aussi impressionnant que cela ait été, cela a beaucoup épuisé Shiki, qui s'effondre au sol quelques instants plus tard. Neto s'approche et dit à Shiki qu'il a utilisé beaucoup trop de sang d'un seul coup, et qu'il doit encore beaucoup travailler son contrôle, mais même pour quelqu'un qui a dû utiliser tout son sang pour une seule attaque, ce niveau de puissance était incroyable. Neto explique à Shiki que, dans le pire des cas, utiliser trop de sang pourrait le tuer, mais Shiki s'en était déjà rendu compte, et c'est précisément pour cette raison qu'il tenait tant à sauver Omar. Il demande à Neto de s'occuper d'abord d'elle, car elle a davantage besoin d'aide que lui pour le moment. Mais avant que Neto ne puisse faire quoi que ce soit, Jin surgit de nulle part et tente de trancher la tête de Neto. Neto réagit assez rapidement pour forcer Jin à battre en retraite. Neto lui dit qu'Omar a besoin d'un traitement d'urgence, et que ce n'est vraiment pas le moment de se battre, mais Jin se moque complètement de son état. Il veut juste savoir si l'offre que Neto lui a faite plus tôt est toujours valable. Neto confirme que si Jin parvient à le tuer, il sera immédiatement diplômé et envoyé dans l'escouade de son choix, mais seulement s'il y parvient. Jin charge Neto et tente de le trancher avec ses scies sanglantes, mais Neto utilise son parapluie pour parer les coups et le nargue en lui disant que ses scies mal conçus ne parviendront jamais à trancher son parapluie. Jin prend cela comme un défi personnel, alors il se précipite pour essayer de couper le parapluie, mais Neto lui fait remarquer que son parapluie ne sert pas seulement à dévier les attaques. Il actionne un interrupteur, libérant de la fumée des plis du parapluie, mais il assure à Jin qu'elle n'est pas toxique et qu'il n'a donc pas à s'inquiéter de la respirer. Cependant, il est toujours difficile de voir à travers, alors Jin suppose que Neto va essayer de l'attaquer par surprise maintenant que sa vision est obscurcie. Il se prépare à contre-attaquer dès que Neto se rapproche suffisamment, mais avant même qu'il puisse réagir, il reçoit 3 balles dans le bras. Il court se mettre à l'abri derrière un arbre, et nous voyons que Neto a transformé son parapluie en fusil et tire sur Jin. Les balles sont en caoutchouc, donc la vie de Jin n'est pas en danger, mais cela fait quand même très mal, et Neto va continuer à lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il tombe. Jin admet que cela lui rend la riposte difficile, mais il n'est pas encore à court d'astuces, alors il crée quelques scies supplémentaires sur son bras, et cette fois, il les lance sur Neto comme des projectiles. Neto est impressionné que Jin ait prévu un plan d'attaque pour les combats à distance, mais cela ne suffit pas, car lorsque Jin tente de s'approcher furtivement de lui en plein vol, Neto lui lance simplement une grenade, et il n'était pas du tout préparé à cela. Heureusement pour lui, il s'agit seulement d'une grenade fumigène, il n'explose donc pas, mais il ne voit plus rien et se prépare à essuyer d'autres tirs de Neto. Au contraire, Neto court derrière lui et lui assène un coup de poing dans le dos qui lui brise la colonne vertébrale. Il dispose même d'une physique ragdoll avancée amusante, mais Jin refuse d'abandonner. Neto lui dit qu'il était stupide de penser qu'il pouvait gagner alors qu'il était déjà blessé par son combat contre le monstre de Omar, et qu'en plus, il avait déjà utilisé beaucoup trop de sang, si bien qu'il pouvait à peine bouger. Il utilise son parapluie pour immobiliser Jin au sol et lui dit que s'il s'agissait d'un vrai combat, il serait déjà mort plusieurs fois. Il lui demande s'il est vraiment si désespéré de revoir son père, mais cette question choque Jin, car il ne sait pas comment Neto a découvert cela. Neto explique qu'il a fait quelques recherches sur Jin, et qu'il sait donc beaucoup de choses à son sujet, comme le fait que son père est un agent Momotaro, et que dès que le père de Jin a découvert que sa femme et ses enfants avaient du sang Oni, il les a tous massacrés sans hésiter, laissant Jin comme seul survivant. Les cicatrices qui couvrent le corps de Jin lui rappellent ce que son père a fait à sa famille et les années qu'il a dû passer à survivre en mangeant tout ce qu'il pouvait avaler, même si c'était immangeable. Il n'abandonnera donc jamais tant qu'il n'aura pas retrouvé son père et qu'il ne l'aura pas éliminé de ses propres mains, même si cela doit lui coûter la vie. Neto n'avait aucun problème avec l'objectif de Jin jusqu'à présent, mais cette dernière partie sur la mort l'a vraiment énervé, alors il frappe la tête de Jin contre le sol et lui dit « Ça ne sert à rien d'avoir un objectif si tu ne vis pas assez longtemps pour le réaliser ». Peu après, Neto appelle l'infirmière de l'école pour qu'elle vienne s'occuper de Omar, qui est toujours inconsciente et ne peut plus participer à l'épreuve. Quant à Jin, Neto l'a attaché à un arbre pour l'empêcher de causer d'autres problèmes. Il ne reste plus que Shiki comme dernier participant, et heureusement, il a retrouvé suffisamment de force pour bouger à nouveau. Neto lui dit qu'il doit encore attraper une balle et se diriger vers la ligne d'arrivée,
et il se trouve que Neto a justement une balle avec lui. Shiki a donc deux choix, soit il combat Neto et prend la balle qu'il tient dans sa main, soit il s'enfuit et part à la recherche de la balle qui se trouve toujours dans la forêt. Shiki regarde Neto pendant quelques secondes, puis se met à courir, car il n'a aucune chance de battre Neto dans son état actuel. Neto lui laisse une petite longueur d'avance, puis se lance à sa poursuite, mais Shiki fait demi-tour et se retrouve à côté de Jin. Il sait qu'il ne peut pas battre Neto tout seul, mais que s'ils s'allient, ils ont peut-être une chance. Il propose donc de libérer Jin à condition qu'il l'aide. Jin refuse d'abord, car il pense qu'il serait humiliant d'accepter l'aide de Shiki, mais Shiki lui dit que sa fierté ne l'aidera pas à atteindre son objectif. Cela n'a pas beaucoup d'importance, mais la famille de Shiki a été tuée par un Momotaro, donc lui et Jin ont cela en commun. Et si cela peut l'aider à se venger, Shiki est prêt à travailler avec n'importe qui, même quelqu'un comme Jin. Neto continue de courir dans la forêt à la recherche de Shiki, et finit par l'apercevoir en train de courir vers la ligne d'arrivée, alors il lui barre la route. Shiki s'arrête net lorsqu'il voit Neto, et Neto lui rappelle que même s'il atteint la ligne d'arrivée, cela ne comptera pas s'il n'a pas l'une des balles avec lui. Mais au moment où il dit cela, Jin saute d'un arbre et tente de plaquer Neto. Neto le voit arriver et parvient à l'esquiver, mais il est sincèrement surpris que Jin et Shiki aient mis leurs différends de côté pour travailler ensemble. Il pense que leur plan aurait pu fonctionner s'ils n'avaient pas déjà utilisé tout leur sang, mais ils avaient en fait prévu un plan de secours. Jin a une pierre attachée à une corde sur son bras, et avant que Neto ne puisse réagir, il est déjà ligoté avec. Shiki attrape alors l'autre extrémité, et ensemble, lui et Jin essaient de faire perdre l'équilibre à Neto. Neto admet que c'est un plan intéressant, mais comme ils sont déjà fatigués, ils ne peuvent plus le maîtriser. Cependant, il s'avère que Jin avait encore un peu d'énergie en réserve, et il lance une scie sanglante sur Neto, le forçant à esquiver et à perdre son équilibre. Maintenant qu'il est déséquilibré, Shiki se précipite et lui arrache la balle des mains dès qu'il le peut. Le ballon roule vers Jin, et Neto est impressionné qu'ils aient réussi à le lui prendre, mais il pense que Jin et Shiki vont bientôt se disputer pour savoir qui aura le ballon, alors il va simplement le leur reprendre avant qu'ils n'atteignent la ligne d'arrivée. Cependant, à sa grande surprise, Shiki semble simplement heureux d'avoir pris la balle à Neto, alors il crie à Jin de la prendre et de commencer à courir avant que Neto ne puisse le poursuivre. Jin est tout aussi choqué que Neto, mais il prend la balle et se met en route vers la ligne d'arrivée, tandis que Shiki l'encourage. Une fois Jin parti, Shiki jette à la figure de Neto qu'ils l'ont battu, mais Neto lui rappelle que si Jin arrive à la ligne d'arrivée comme ça, il sera le seul à réussir le test et Shiki finira par être expulsé. Shiki avait complètement oublié cette règle et il est dévasté, mais Jin est déjà loin, il n'y a donc aucun moyen pour lui de récupérer le ballon maintenant. Pendant ce temps, Jin court à travers la forêt, confiant qu'il pourra atteindre la ligne d'arrivée à temps, mais il se souvient alors comment Shiki l'a aidé, et il sait qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin sans l'aide de cet idiot, alors il ne se sent pas à l'aise de revendiquer la victoire de cette manière. Il se retourne et crie qu'il préfère être expulsé plutôt que de gagner en utilisant quelqu'un d'autre. Il s'apprête donc à donner le ballon à Shiki, mais à ce moment-là, une petite mascotte rouge surgit devant eux. Neto leur explique qu'il s'agit de Muku, l'un des messagers de l'agence Oni, employé par Baku Express. Il transmet les messages efficacement et sans laisser de traces, mais s'il est ici, c'est qu'il doit se passer quelque chose de vraiment important. Neto lit le message et se rend compte qu'il s'agit d'un appel à l'aide de la succursale de Kyoto. Ils sont actuellement attaqués par l'agence Momotaro et ont besoin d'une aide immédiate, Neto doit donc se rendre sur place sans tarder. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forêt, les autres attendent leur tour depuis longtemps et commencent à se demander si les autres sont morts à l'intérieur, mais ils voient alors Neto, Shiki et Jin sortir en courant. Guji remarque que Omar n'est pas avec eux, alors Neto explique qu'elle est dans un état critique et qu'elle a été envoyée à l'infirmerie pour se remettre, mais que ce n'est pas important pour le moment car ils viennent de recevoir un appel de détresse de Kyoto. Neto leur annonce donc que l'entraînement d'aujourd'hui est officiellement annulé et que tout le monde ici va l'accompagner à la succursale de Kyoto. En quelques heures, ils sont tous embarqués sur un bateau, mais Guji ne comprend toujours pas bien les détails, alors il demande à Neto s'ils vont vraiment à la succursale de Kyoto qui est toujours activement attaquée. Neto leur répond qu'ils n'ont pas le choix, car toutes les autres classes sont actuellement en exercice sur le terrain et qu'il n'y a personne d'autre pour aider, mais il dit à tout le monde de ne pas trop s'inquiéter, car ils ne feront que des tâches de soutien pendant leur séjour là-bas. Kina demande pourquoi il leur a fait porter ces uniformes ridicules, alors Neto explique que les uniformes scolaires normaux d'Oni se remarquent trop et qu'ils ne peuvent pas risquer d'attirer trop l'attention sur eux. Il souhaite donc que tout le monde ici se comporte comme des élèves normaux à partir de maintenant. Rokuro demande alors ce que Neto entend par « rôle de soutien », et Neto explique que chaque municipalité dispose d'au moins une unité de l'agence Oni, et que ces unités ont deux responsabilités principales. La première est de combattre en première ligne contre l'agence Momotaro chaque fois qu'elle se présente, et la seconde est d'apporter leur soutien lorsque cela est nécessaire. Ils aident les Oni qui vivent parmi les humains et veillent à ce qu'ils ne soient pas découverts par l'agence Momotaro.
Et comme les ONI ne peuvent pas consulter de médecins ordinaires, l'agence ONI fournit également des soins de santé gratuits et des soins médicaux d'urgence à tout ONI blessé au combat, et c'est ce qu'ils feront une fois arrivés sur place. Shiki est un peu contrarié d'être relégué à un rôle de soutien alors que cela pourrait être l'occasion pour lui de prendre sa revanche, mais Neto sait déjà ce qu'il pense, alors il lui dit que l'agent qu'il recherche n'est pas à Kyoto. L'agence Momotaro a également des opérations régionales, et l'agent actuellement en poste à Kyoto, disons simplement qu'il n'est pas très stable mentalement.